et vous êtes trouvé en possession d'objets, voilà. À la suite de l'enquête menée sous le contrôle du procureur peut se poursuivre dans des conditions, peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de 8 jours. Et ça peut être prolongé, dans les mêmes conditions pour une durée maximale de 8 jours. Après, on passe à l'enquête. Vous savez, bon, sinon je vais vous le dire. Hein. L'enquête, à ce moment-là, on passe sous l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire qui se décidait soit par le parquet, soit par l'OPJ, l'officier de police judiciaire. Alors, les relations entre les enquêteurs et le parquet, le contrôle du parquet en cas d'enquête préliminaire ou en cas d'enquête de flagrance, je le laisserai pour une autre séance parce que là c'est quand même un peu long. C'est quand même un peu long. Et là, il faut vraiment parcourir jusqu'au renvoi de la personne, on pourra discuter éventuellement de l'audience, jusqu'au renvoi du mis en cause devant la juridiction. Voilà. Donc là, on est dans le cas d'un crime flagrant. Soit que quelqu'un est tué sous les yeux de la foule en pleine rue, soit qu'un corps est découvert. À ce moment-là, article 54, l'OPJ, donc il faut informer immédiatement le procureur de la République et le procureur, ou un substitut, hein, parce que le procureur de la République ou quelqu'un qui est délégué, ou un substitut, un proc adjoint, se transporte. Ça, c'est une particularité du crime. Alors, on le voit d'ailleurs dans les séries. Hein. On voit le procureur qui vient. Or, évidemment, il n'en est pas de même pour les délits. Pour les contraventions, n'en parlons même pas. Mais bon, pour les délits, pour chaque délit, un représentant du parquet ne va pas se pointer. Quoi. Donc, voilà. Donc, et en fait, là, on est dans, tout simplement, c'est pour ça que j'ai mis cet article, la scène de crime. Ce qui régit la scène de crime. C'est-à-dire que là, le parquet, l'officier de police judiciaire, veille à ce que la scène de crime ne soit pas altérée. Et ça, c'est pour ça qu'il est très important, par exemple, de lire les PV de constatation de scène de crime, avec les photos, etc., pour voir s'il n'y a pas, et puis les descriptions, pour voir s'il n'y a pas d'éléments qui ont été, ou même oubliés dans l'enquête. Je pense, je ne sais pas si connaît Laurent ce cas de Jacqueline Carrère-Pontieux, qui est soupçonnée, qui était accusée d'avoir tué son mari, là où elle a parlé d'une effraction qui a mal tourné, tentative de cambriolage qui a mal tourné. Et donc, elle a été, alors ça a été, je crois il y a eu 4 procès d'assises, je suis souvenir, il y a eu une cassation, ça a abouti à son acquittement, parce que d'une part, il y avait une question, enfin, là encore, c'est là qu'on dit que la procédure pénale n'est pas une science exacte. C'est que, d'une part, du côté des experts, on la soupçonnait d'avoir fait avaler à son mari des choses qui l'avaient estourbi. Et en fait, l'expert le légiste qui était très sûr une première fois, l'était un peu moins la fois suivante, au procès suivant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? À un moment donné, il y avait un pompier qui expliquait que quand il est arrivé, la victime était encore vivante puisqu'elle gaspait. C'est-à-dire, je crois qu'elle avait des espèces de râles, enfin des choses comme ça. Elle gaspait, donc elle était encore vivante. Ce qui veut dire que ça changeait tout sur l'heure. Et puis, et ça c'est Berton et Delarue qui l'avaient lu attentivement, qui étaient les avocats pour le dernier procès. Simplement, ils ont lu qu'il y avait une trace de pas.
voilà, qu'il y avait une trace de pas dans la scène de crime qui n'appartenait à aucun des deux. Et personne ne s'est posé la question des traces de pas. Alors, inutile de dire que dans ces cas-là, les enquêteurs qui déposent au procès peuvent passer avec des avocats de la défense comme ces deux-là, je les ai vus, au procès Moitoiret, ils peuvent passer des moments inoubliables. C'est la cuisine. Mais non, en l'occurrence, non sans raison, elle a été acquittée. Voilà, donc, ici, la scène de crime, elle est régie par l'article 54. Et je crois que dans l'article 55, il est interdit d'y opérer des modifications. Voilà. Voilà. Sauf sécurité ou soin à donner aux victimes. Évidemment qu'on peut rentrer. On ne va pas laisser quelqu'un partir, on ne va pas laisser quelqu'un mourir pour ne pas polluer la scène de crime. Hein, voilà. Donc, à ce moment-là, on est d'accord. Bon, alors, là je saute un peu quelques étapes, il y a des éléments d'enquête, il y a des prélèvements de tracés indices, on commence à faire des analyses un petit peu, et tout ce qui semble rue, il peut y avoir par exemple la vidéosurveillance, on trouve un ADN, ou il y a une image qui apparaît dans la vidéosurveillance qui dit quelque chose à quelqu'un, à l'enquête, et on arrive à ce moment-là, on commence à avoir quelqu'un dont on se dit qu'on commence à se dire que c'est quand même pas, il y a des éléments, on commence à recueillir des éléments qui vont dans une direction d'une personne, et qu'est-ce qu'on fait? On l'entend des fois, on trouve qu'il est un peu contradictoire dans ses dépositions, on la met en garde à vue. Alors, la garde à vue, normalement, c'est toujours ce que m'avait dit par exemple un gendarme. Elle vient non pas en amont de l'enquête, mais en aval de l'enquête. C'est-à-dire qu'une garde à vue pour faire avouer, on voit ce que ça a donné avec l'affaire dont fait mention Laurent, mais il y en a d'autres. L'aveu n'est pas la reine des preuves. L'affaire Caroline Dickinson, une jeune fille en colonie, je crois, ou dans un centre de vacances, qui a été tuée. D'abord, ils avaient pris un SDF du coin qui a avoué. Bon, heureusement, une des premières analyses ADN en France, en 95, l'a disculpé. Mais il n'y aurait pas eu l'ADN, il serait encore au ballon. Hein. Et le vrai, en revanche, il serait en balade. Voilà, donc une garde à vue vient à la fin. Bon. Comme il y a toujours des exceptions, il y a une fois où ils ont quand même gardé à vue quelqu'un et ça a marché. Où là, on a retrouvé le flair de l'enquêteur. Alors, donc c'est un légiste que j'ai eu l'occasion de côtoyer, entre autres en amenant des étudiants, qui est maintenant à la retraite. Est-ce que tu as entendu parler de l'affaire Jean-Luc Caillez? L'affaire Jean-Luc Caillez, alors c'est ça part d'une jeune femme de 24 ans qui, je dis aux vitesses, hein, une jeune femme de 24 ans qui est trouvée, dont le corps est trouvé sous le lit, dans un appartement. Sous le lit, oui. Et donc, peu à peu, le gardien d'immeuble commence à s'intéresser d'un peu près à l'enquête. Donc, il commence à s'intéresser d'un peu près à l'enquête, et puis il commence à dire oui, il commence à dire aux policiers, oui, parce que vous comprenez, je veux pas être mis en cause, c'est pas moi, parce que j'ai fait de la prison pour viol. Alors évidemment, ça fait tilt direct. Et donc, lors de l'autopsie, il est procédé à un prélèvement de sperme. Où, pour passer les détails, il y en avait vraiment de quoi faire. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils font? Parce que, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le casier, viol, elle avait été violée,
plus violence, torture, acte de barbarie, hein, elle avait la totale. Et donc, et on avait celui-là qui s'intéressait d'à peu près à l'enquête. Sur le papier, ça fait très léger, hein. Parce qu'on peut dire, moi j'ai peur de replonger alors que j'étais dans le coin. Ça veut dire en quelque sorte me décerner un Oscar pour l'ensemble de mon œuvre. Or, et c'est là, ça c'est une affaire qui est très... Alors qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là? Ils le mettent en garde à vue. Bon, au début, ils nient. Et quand ils le mettent en garde à vue, ils font quoi? Un prélèvement. Et lui, alors là, aucune difficulté pour le prélèvement ADN. Déjà, on se pose la question. À l'époque, le labo, il était à Nantes. Ils le mettent en garde à vue le soir, et un gendarme saute dans la voiture et file en voiture. Et file à Nantes. Oui. Parce que le délai, il n'est pas élastique. Hein. Et alors là, ils étaient sûrs d'avoir l'ADN. Le coup de téléphone, c'est pas le bon ADN. Et là, la question se pose. On le garde ou on ne le garde pas? Parce que ce qui se passe, c'est que le temps qu'on le garde, le délai ne se reconstitue pas. Hein. Le compte à rebours, il continue. Et il se trouve que là, il y a un enquêteur qui a dit, et puis ils sont concertés avec nous, je pense que c'est lui. Je pense quand même que c'est lui. Pour dire d'ailleurs que l'ADN n'est pas la reine des points. Malgré tout, c'est une... Disons que c'est... voilà, c'est audacieux. Ah ouais. Et finalement, comme ils s'y sont bien pris, parce que je crois qu'ils ont été courtois avec lui, il a dit, bon bah ok, c'est moi. Mais alors la question, c'est l'ADN. Eh bien, c'est lui qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Et puis d'ailleurs, il a dit, heureusement que vous m'avez pris, j'aurais recommencé. Tout simplement, il y avait une autre locataire dans l'immeuble qui recevait, comme on dit, et qui mettait les préservatifs usagés à la poubelle. Il les reprenait, il les congelait, et alors, et simplement quand il a commis son forfait, il a décongelé, il a mis. Donc il était en train de lui jeter son couple dans un paquet de temps. Ah, là, bon, il a pris le maximum, hein, perpète 30 ans de sûreté. Mais bon, voilà. C'est-à-dire que ce dossier-là, il est intéressant parce qu'on peut se dire que sans, finalement, l'intuition de l'enquêteur, malgré qu'ils n'aient pas grand-chose, hein, sans cette espèce de flair qui s'acquiert avec la pratique, qui s'acquiert peut-être avec la vocation, etc., etc., ben, peut-être qu'il aurait recommencé. Bon, après, c'est sans doute une exception. Mais voilà. Alors, cette garde à vue, sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Alors, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ça peut être le procureur ou le juge d'instruction. Puisque, en droit français, le ministère public fait partie de l'autorité judiciaire, là où, par exemple, dans les pays anglo-saxons, ce sont des avocats. C'est une partie. Voilà. Par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles. Plausible. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il n'a pas besoin d'être certain. Pourquoi déjà? Parce qu'il y a une raison. Qui peut décider qu'il a certainement commis cette infraction? Et le juge. Donc, il faut des raisons plausibles. Il faut que l'hypothèse tienne. Voilà. C'est Donc, pas possible. Voilà. Mais Donc, c'est pas certain. voilà. Ensuite, l'autre contrainte, c'est que cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants. Et là, on a permettre l'exécution des investigations. Par exemple, pour Caillès, ça pouvait se tenir. C'est que, tant qu'on le gardait, il fallait lui prélever son ADN. Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne.
Donc ensuite, garantir la représentation, empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels, empêcher que la personne fasse pression. D'ailleurs, on retrouve à peu près des critères analogues pour la détention provisoire dans l'article 144. Voilà. Empêcher la concertation et quand il s'agit, par exemple, quand on pense qu'on a un tueur en série dans le coin, éviter qu'il recommence. Donc, déjà, il y a un peu de jurisprudence sur les raisons plausibles. Bon. En gros, il faut éviter que ce soit totalement invraisemblable. Mais il y a quand même un problème, c'est que dans le temps où en fait, tu as fait les interrogatoires, le moment où tu vas pouvoir emprisonner la personne elle reste quand même en liberté, donc elle a le temps de faire certaines Pas forcément. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Non, et puis il y a la présentation au parquet ou au juge. Hein. Il y a la présentation au parquet ou au juge. S'il y a des éléments qui ont été... Par exemple, admettons, tu fais un interrogatoire à une personne. Tu t'as une plainte, la personne a une plainte, tu as déposé une plainte, la personne a une plainte, elle répond à des questions, etc. Il faut d'abord qu'elle soit placée en garde à vue. Hein. Ah, elle n'est pas convoquée au poste? Ah, elle peut être convoquée et placée en garde à vue. Ça peut arriver. Bon, ceci dit, si elle se tire, et si elle ne répond pas à la convoque, là, elle est quand même relativement mal barrée. Quand Hein. tu réponds à la convocation des policiers, c'est pas nécessairement une garde à vue, ça? Non, pas forcément. Il y a, alors, bon, là, je ne l'aborde pas, mais je vais quand même en parler. C'est ce qu'on appelle, il y a aussi la possibilité de l'audition libre. Alors, cette audition, régime, depuis peu, l'avocat intervient. C'est une audition où la personne est convoquée. Elle peut venir si elle veut. Et au bout de 4 heures, elle peut quitter à tout moment. Et au bout de 4 heures, ça s'arrête, puisque sinon c'est plus... Et à ce moment-là, alors après, il y a toute la question qu'on abordera peut-être plus tard, parce que là, je ne vais pas aborder l'audition libre, c'est la question de la conversion de l'audition libre en garde à vue. Voilà. Voilà. Donc ça... Oui, mais ce que je veux expliquer, ce qui m'interpelle, c'est que quand les policiers posent des questions, etc., avant que ce soit sûr et certain que c'est cette personne... Ah non, il faut la placer en garde à vue tout de suite. Oui. Au départ, il y a eu une inflation des gardes à vue suite à une jurisprudence de 2003. Quelqu'un qui avait avoué au cours d'une audition informelle, en fait, son avocat a fait sauter cette audition, et par conséquent la procédure est partie au tapis. Elle est partie au tapis. Pourquoi? Parce que son raisonnement, ça a été ça. Ça a été, on lui a pas, il n'avait pas de droit, même si à l'époque les droits étaient moins que maintenant, il n'avait pas de droit. Par conséquent, la seule manière de recueillir ce type d'aveu, c'était de le placer en garde à vue. Alors à partir de là, il y a eu des gardes à vue pour tout et n'importe quoi, de peur de faire annuler ces auditions. Et c'est pour ça que à l'époque, il n'y avait pas d'avocat. Donc c'était des gardes à vue pour tout et n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'il y a eu ensuite, on va en reparler, le changement législatif qui est parti de des arrêts de l'Assemblée plénière du 15 avril 2011. Alors, on a le délai. Alors en droit commun, c'est 24 heures renouvelables une fois. Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction quand c'est le juge d'instruction. Ça peut monter à 72 heures ou 144 heures en matière de terrorisme, surtout si on établit qu'il y a un danger ou s'il y a un attentat qui se prépare à être commis. Comment ça se passe? C'est-à-dire que, bon, on le place en garde à vue, et on se dit, au bout de peu de temps avant l'écoulement, surtout avant le délai de 24 heures, on fait une demande au parquet en disant voilà, on fait l'OPJ, l'officier de police judiciaire, demande au procureur de la République une prolongation de garde à vue pour raison
pour raison qu'il y a encore une confrontation organisée, il y a tel acte d'enquête à effectuer, voilà, pour toutes les raisons, donc on demande la prolongation. Bon, j'ai vu très peu de cas où cette prolongation était refusée. Sans réfléchir, Sarah. 144 heures, ça fait combien de jours? Dans 4, l'année 5, 367. 6. Dans l'année 367, 6 mois. 6. Ça, ok, merci. Non, pas de maths, désolé, jamais. Mais par contre, comme ça, des fois, il y a des gens qui soient relâchés après les gardes à vue, qui n'ont pas vu. Ils ont pas. Il faut quand même que pour le déférer au parquet, il faut quand même qu'ils aient recueilli des éléments. Si on est dans les raisons plausibles pour mettre en examen, par exemple, il faut quelque chose de plus. On passe dans on passe en étape supérieure dans la proximité de la vérité. Il faut des indices graves et concordants. On n'est plus dans les raisons plausibles. Si on n'a pas dépassé les raisons plausibles au bout de la garde à vue, on ne peut pas faire autrement que de relâcher. C'est ça que je dis. Alors après, le type continue de courir dans la nature. Et bon, on ne sait pas. Il nous refait des bêtises. Et Ouais. on se retrouve à l'étape suivante. Oui, mais le problème. Oui, alors je prends aussi votre hypothèse. Si c'est pas le bon, on s'excite sur celui qui n'est pas le bon, et pendant ce temps-là, et à ce moment-là, il y a l'impartialité de l'enquête. À ce moment-là, on s'excite sur celui qui n'est pas le bon, comme celui auquel Laurent a fait allusion, qui avait 16 ans, et pendant ce temps-là, on a laissé, que ce soit celui en procès en ce moment ou un autre, et ben pendant ce temps-là, on ne s'est pas occupé du vrai. Qui a pu recommencer si c'est celui qui est en procès. Voilà. Voilà. Tandis qu'il aurait été arrêté là, ils auraient poussé leurs investigations. Parce que, bon, l'inspecteur V, pour ne pas le nommer, la procédure, c'est le coupable vaut mieux le choisir que le chercher, ça gagne du temps. C'est un peu ça. Bon, il est toujours persuadé que. Ah bah là, rien ne leur fera manger. C'est comme le commissaire C de l'affaire Grégory. C'est vraiment parce qu'il y a le. C'est comme le commissaire C de l'affaire Grégory. Je crois pouvoir dire qu'on peut les citer parce que ces deux-là ont publié des livres dont ils sont les auteurs. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est passé dans le Var. Donc, le commissaire Corradi dans l'affaire Grégory, l'inspecteur Varlet dans l'affaire Patrodis, domicile de Montier. Ce n'est pas. Par exemple, quand on a quelqu'un.